Le grand débat qui fait donc la synthèse de l'actualité de la semaine, des sujets que nos commentateurs vont pouvoir, justement, c'est le principe même, commenter. Ils sont journalistes, universitaires, pas forcément. D'ailleurs, c'est aussi des regards divers qui viennent s'exprimer si vous suivez régulièrement le grand débat. Cette semaine donc, nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir Steven Samson, écrivain américain d'expression française. Bonjour Steven. Bonjour Louis. Sophie Dravinel est journaliste au Figaro, elle est également des nôtres ce matin. Bonjour Sophie. Bonjour Louis. Et Jean de Saint-Chéron, essayiste. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Tous les trois réunis donc pour parler de... Alors, j'ai mis évidemment le sujet de Frédéric Mitterrand au menu de l'actualité parce que c'est une nouvelle qui est tombée donc hier, l'ancien ministre de la Culture. J'ai parlé également que j'ai sélectionné également la réélection de Vladimir Poutine, même si le sujet peut-être est un petit peu plus attendu. On verra quels sont les angles que nous pouvons trouver sur le sujet. Le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte sur la question des migrations, notamment la question de la liberté d'expression. Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet devant les députés. Ce qui s'est passé aussi à Sciences Po, l'affaire Akili à France Info. Et puis, on verra si on peut aborder aussi la mobilisation des évêques sur la fin de vie, puisque la conférence des évêques se tient en ce moment à Lourdes et que dès le départ, elle a publié un texte pour se mobiliser sur ce sujet qui fait l'objet de nombreux commentaires ici ou là. On va commencer donc par peut-être Frédéric Mitterrand, Jean de Saint-Chéron, Sophie Dravinel et Steven Samson. C'est donc l'ancien ministre de la Culture qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. Sophie Dravinel, vous voulez commencer ? Eh bien écoutez, je pense que oui, évidemment, tout le monde évoque une figure extrêmement cultivée, un grand homme de lettres, de cinéma, une figure extrêmement riche. Mais moi, pour des tas de raisons, je préfère poser un veto, sans doute à cause de sa raison personnelle et de ce qu'il a confessé et de ce que je pense constitue pour moi une ligne rouge. Et donc, je dépose un veto. C'est-à-dire, vous voulez dire pour des questions... Je préfère ne pas faire son panégyrique. Ah non, mais en fait, quand on parle de quelqu'un qui vient de mourir, on n'est pas obligé de... Non, bien sûr, bien entendu, mais c'est vrai qu'à l'heure de la mort de quelqu'un, soit on le respecte, soit on se tait. On peut juger de sa politique. Absolument. En tant que ministre de la Culture. Et il a été effectivement un très bon ministre de la Culture. Il a été de cet ordre-là, d'un point de vue politique, non seulement très habile, mais sans doute une grande aide au milieu de la culture, de façon très transversale d'ailleurs. Jean de Saint-Chéron. Malheureusement, je partage les réserves de Sophie, même si moi j'aimais bien Frédéric Mitterrand à l'époque où il était ministre de la Culture, d'autant que c'était la fin de mes années à Sciences Po et j'étais au compte-rendu intégral au Sénat. Donc je voyais fréquemment venir parler comme ça sous le plateau. Il était très affable, vraiment comme on l'imagine, très délicat avec tout le monde. Donc un homme apparemment délicieux et puis très, très cultivé, gentil. Mais c'est vrai que ce qu'il a révélé sous sa propre plume dans des récits autobiographiques, comme si de rien n'était, fait un peu froid dans le dos. Et dont il a dû se justifier aussi. Oui, et c'est vrai que c'est... Bon, alors, sans doute, on nous dira, comme toujours, que c'était une époque, que c'est un contexte, que les choses ont évolué, que tout le monde faisait ça dans les années 70. Malgré tout, c'est vrai que moi, personnellement, ça me met assez mal à l'aise. Donc, j'ai sans doute besoin d'un peu plus de temps. L'information est chaude encore. Frédéric Mitterrand lui-même est encore tiède pour en parler à tête reposée. Donc je sais pas vraiment que dire, si ce n'est que j'avais de la sympathie pour lui il y a une quinzaine d'années. Et homme de télévision aussi, parce que ce n'est pas si fréquent que les ministres aussi soient des personnalités médiatiques, parce qu'il a peut-être plus marqué l'opinion aussi par ses émissions de télévision que par sa trajectoire politique. Steven Samson. Oui, pour l'Américain, c'est intéressant qu'un homme de lettres, quelqu'un de la culture, puisse devenir ministre de la culture. Il n'y a même pas ce poste aux États-Unis. Donc pour moi, ça me touche que des personnalités comme ça existent. André Malraux aussi, quand j'ai appris que cette grande écrivain est devenue ministre de la Culture, je trouve ça incroyable. C'est impensable aux États-Unis. Donc rien que pour ça, cette démarche est intéressante pour moi. Sinon, pour ce qui concerne ces révélations, je pense qu'on n'aurait pas été choqué justement s'il n'avait pas été homme politique. Donc il y a une sorte de mélange des gens qui fait qu'après, on est un peu choqué, mais bon, c'est un peu le prix à payer. En ce qui concerne ces révélations, peut-être quand même, il a rendu service parce qu'il y a des gens il avait une grande prestige, donc de révéler des choses pas très favorables sur lui-même, ça fait
peut-être ça donne un contexte pour d'autres personnes qui sont vraiment persécutées aujourd'hui, et c'est un peu arbitraire. Il y a certaines personnes qui, leur vie, sont gâchées, d'autres personnes qui ont fait plus ou moins la même chose et qui sont sans blâme. Donc, Vous voulez dire qu'il y a le mérite au moins d'avoir confessé sa mauvaise vie? oui, peut-être, oui. C'est une question qu'on peut porter à la réflexion du public. Oui, sauf qu'il se flagellait pas en le faisant. Oui, non, mais justement, c'est simplement des souvenirs de jeunesse plutôt nostalgiques. Plutôt esthète, tendance Voilà. esthète. On le qualifie d'ailleurs dans la presse, je vois l'expression faux dandy circuler, faux dandy à la mauvaise vie pour qualifier Frédéric Mitterrand. Un dernier point, Gilles Brochard avait critiqué tout à l'heure dans une autre émission le fait qu'il ait retiré Céline de la liste des célébrations officielles. Est-ce que ça... Jean de Saint-Chéron ou Steven Samson, est-ce que... Moi, ça me choque Ou Sophie énormément. Dravinel. Mais c'est un geste de politicard. Oui, de politicien, politicard, effectivement. Pas le premier, pas le dernier à faire ce genre de choses. Allez, on va passer au reste de l'actualité. La réélection de Vladimir Poutine n'est pas une surprise, même si celle-ci s'est produite avec une amplitude peut-être encore plus inédite, puisqu'il a obtenu 87% des voix. Il est au pouvoir depuis 24 ans, donc c'est beaucoup plus que ce qu'il avait obtenu précédemment. L'élection donc a été validée par les institutions russes et on parle d'élections historiques en Russie avec un taux de participation extrêmement élevé, même si à Moscou c'est plus faible. Le score de Vladimir Poutine est plus faible que dans d'autres régions de la Russie. Est-ce que cela change quelque peu la donne de la situation que nous connaissons, en particulier à l'égard de l'Ukraine? C'est une situation, c'est un débat, une question qu'on va mettre en débat. Et puis, est-ce qu'on peut peut-être regarder aussi la nature des relations entre l'exécutif français et l'exécutif russe au fil de ce conflit ukrainien, Sophie Dravinel? Oui, alors effectivement, pour revenir sur le score, je pense que le score, on pourrait le dire stalinien, ça ne changerait pas grand-chose. Je pense que le score n'a pas d'autre sens que celui que le gouvernement russe voulait donner à cette élection, c'est-à-dire une élection sans aucune réserve du peuple russe, plébiscitaire absolument. Pour ce qui est des relations avec la France, je crois que, et avec l'État, et avec Emmanuel Macron en particulier, depuis mars 2022, lorsqu'il avait dit qu'il fallait, ou juin 2022, ne pas humilier la Russie, donc Emmanuel Macron, les relations se sont estompées au fil de l'eau, évidemment, avec différents événements qui ont scandé ces temps terribles. Et je crois que depuis le printemps dernier, Emmanuel Macron est clairement enfin convaincu de la nécessité de s'opposer à Vladimir Poutine et du fait qu'il était dans une relation de duplicité avec lui. Et cette relation-là, il en a pris conscience tardivement et l'entourage d'Emmanuel Macron le reconnaît. Je crois qu'effectivement, c'était avec les pays baltes au début du mois de juin dernier qu'il a réalisé à quel point la situation pouvait être compliquée, sinon extrêmement dangereuse, mais non seulement pour l'Europe, pour la France aussi. Cette conversion tardive peut donner le sentiment, et en particulier aux chancelleries européennes, Olaf Scholz et d'autres, qu'il y a eu un changement d'opinion. C'était le président portugais qui l'avait dit à quelques confrères dans un cadre diplomatique. Votre président, il change, il affirme quelque chose et avant que nous ayons le temps de réagir, il va avoir changé d'opinion 3 fois. Je crois qu'en ce qui concerne la Russie, c'est très exagéré et qu'aujourd'hui, la position d'Emmanuel Macron est extrêmement posée, très déterminée. On voit d'ailleurs, si je ne me trompe, hier ou ces heures-ci, un ancien ministre de la Défense britannique qui a reconnu effectivement qu'il allait falloir penser aussi à boots on the alors, les troupes sur le terrain. Voilà, l'expression. Les troupes au sol. Là. Voilà, les troupes au sol m'échappent. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les relations sont plus froides que jamais. Et je pense que on aura l'occasion de le dire au fil de cette émission, les relations entre la Russie et la France en matière de désinformation et d'agression sont extrêmement tendues. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un terrain cyber ou d'un terrain d'influence extrêmement tendu. Jean de Saint-Chéron. Bon, sur l'élection elle-même, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Sophie. Je voudrais réagir plutôt à ce qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire la question de la vérité, d'échange de punchlines, si on peut dire, entre chefs d'État, de gouvernement, ou responsables
militaire de nos deux pays, et puis plus largement, hein, parce que évidemment, on pose une loupe, nous, de notre côté, sur la situation française, mais en réalité, l'ampleur du travail de désinformation qui est porté par la Russie touche bien d'autres puissances occidentales que la nôtre. Et justement, leur génie, c'est de réussir à faire croire à chaque pays qu'il est isolé, qu'il est seul. Ils sont quand même tellement forts dans la désinformation que, vu de la France, on a l'impression que finalement, on est les seuls va-t-en-guerre complètement inconscients, alors qu'en réalité, ils mènent une politique extraordinairement dure vis-à-vis aussi des États-Unis, vis-à-vis de l'Angleterre. Je voudrais revenir sur un petit fait personnel qui, je crois, illustre bien l'incroyable efficacité et force de frappe de la Russie en matière de désinformation et aussi de capacité à faire gonfler en grosses chantilly ou mayonnaise des micro-faits ou des micro-phrases. Allez-y, Jean. J'étais moi-même il y a 3 semaines ou 1 mois sur votre plateau, Louis, et on évoquait déjà ce cher Vladimir Poutine. Et alors que j'évoquais des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que Poutine avait quand même menti honteusement avant l'invasion de l'Ukraine, en disant nos soldats ne sont pas là, n'y ont jamais été. Enfin, on se souvient tous des phrases, nous n'avons pas de plan pour la Crimée, il n'y aura pas de guerre, etc. Ils se bombardent eux-mêmes, chef-d'œuvre absolu. Je me suis permis de rappeler ça, de rappeler que tout le monde avait été surpris aussi par l'existence d'un sentiment national ukrainien, enfin 2-3 choses de cet ordre. Et on m'est tombé dessus littéralement sur les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire que vous n'imaginez pas que... Alors, votre émission est extraordinaire, Louis, mais 70 000 vues en quelques heures, c'est très rare pour une vidéo YouTube. Vous estimez qu'il y a un complot du grand débat. Et des milliers de commentaires... Je ne crois pas que le terme complot soit approprié. Ouais, des milliers de commentaires extraordinairement haineux à mon endroit, me demandant de retourner immédiatement sur le plateau de BFM TV. C'était vraiment quelque chose qui a été repris des centaines de fois, parce que, en fait, dans les éléments de langage des désinformateurs russes en France, BFM TV est brandi comme la grande plateforme du mensonge pro-occidental. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le réseau de désinformation russe est incroyablement efficace, et en particulier sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que l'Internet Research Agency a été mise en place en Russie en 2013, donc ils sont quand même rompus à l'exercice, déjà 10 ans, et elle avait été fondée par Prigojine. Prigojine qui quand même finalement continue, malgré lui et d'outre-tombe, de servir Vladimir grâce à ce réseau mis en place. Il y a un savoir-faire de la désinformation en Russie qui les remonte aussi à l'ère robots soviétique. sont nombreux. On revient à l'ère des robots. Voilà. Les robots sont nombreux, mais également d'ailleurs des Français poutinisés, je sais pas, des réseaux soraliens peut-être, également des Français. Alain Soral, je suis pas sûr que tout le monde le sache. Alain Soral, qui est le fondateur du site Égalité Réconciliation, qui est un site à la fois très antisémite, qui va également me tomber dessus, parce que je viens de dire ça, parce qu'ils vont me dire que non, ils ne sont pas antisémites, mais antisionistes. Bien sûr que si. Et maladivement antisémites, et très pro-poutinien. Et qui participe en France à répandre Oui, mais alors l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que la mobilisation n'a pas lieu dans l'autre sens. Mais non, parce qu'ils sont très organisés. Mais nous, on n'a pas il n'y a pas des gens qui sont payés à plein temps. On pourrait imaginer que, vu les soutiens dont l'Ukraine bénéficie, par exemple, quand vous avez tenu les propos qui sont les vôtres et que vous avez tout à fait la liberté, évidemment, sur cette antenne de tenir, et je suis très content de vous recevoir, Jean, ça ne suscite pas, de l'autre côté, la réplique à la désinformation. Si, bien sûr, mais ça va être un message sur 200. C'est-à-dire que c'est la question de l'organisation, c'est que on envoie c'est une machine de guerre. Des dizaines de milliers de personnes au front d'Internet. Sur le terme des informations, ce que vous contestez, c'est le fait qu'on vous ait répondu ou le fait qu'on ait dit des choses fausses à votre endroit? C'est qu'ils disent que tout ce que je disais était faux. C'est sur le fond de l'affaire, c'est pas moi je m'en fiche qu'on dise que je suis un débile. C'est important. Et c'est surtout la multiplication des faux comptes qui fait qu'en fait ça étouffe toute autre voix. Vous parliez de riposte. L'idée de noyer en fait. L'idée c'est vraiment de noyer et c'est d'envoyer des faux comptes partout sur les réseaux sociaux. TikTok pour les Chinois, X effectivement plutôt pour l'influence russe et autres réseaux.
Et en fait, vous noyez avec tous ces faux comptes. On l'a bien vu à l'époque des étoiles bleues qui ont été qui ont été peintes dans Paris à l'automne dernier. Et voilà. Et en Alors, fait, les étoiles bleues, qui étaient peintes sur les murs de Paris et qui étaient allées juste après le 7 octobre. L'attaque du 7 octobre. Voilà. Et qui étaient présentées comme En fait, l'intention était de déstabiliser la société française. Voilà. Stephen Samson. Oui, moi je comprends pas parce qu'on parle beaucoup de mettre des troupes sur le sol ukrainien. Pourquoi les pouvoirs occidentaux et notamment la France, pourquoi on ne fait pas plus nous-mêmes pour mener les guerres sur le front informatique? Ça, je ne comprends pas. Alors que ces techniques viennent plutôt de l'Occident. Oui, exactement. Et puis, il y a une puissance économique derrière ça quand même. La France et l'Allemagne sont des puissances économiques beaucoup plus supérieures à la Russie. Donc, moi, ça m'échappe. Comment expliquer le... Il y a un savoir-faire. Encore une fois, ça fait des années qu'ils ont investi, pour le coup, beaucoup d'énergie, de force, de volonté Oui, mais ce politique. que dit Steven, c'est que nous aurions dû investir au moins autant d'énergie sur ce terrain-là. C'est ça, Exactement. Oui. C'est quand même étonnant. Je crois que les Américains investissent une certaine énergie sur ce terrain. Oui, mais est-ce qu'on fait de la désinformation ou de la propagande vraie, si on peut dire, ou en faveur de l'Occident aux États-Unis? Il faut en parler. Ouais. Non, mais l'objectif, en principe, c'est de répondre aux mensonges par la vérité. Et le problème, c'est que la vérité et le mensonge peuvent s'affronter à jamais, de manière perpétuelle, sur les réseaux sociaux, sur Internet, par articles interposés. C'est un peu leur parole contre la nôtre. Il est très difficile, en fait, sur les réseaux sociaux, précisément, qui est le royaume de la punchline, de la vidéo courte, d'expliquer le fond des choses. Oui. Il faut marquer l'opinion avec une photo choc. On prend une photo d'un cadavre et on explique que voilà, c'est un enfant russe qui a été massacré par des Ukrainiens. Personne n'est capable de vérifier l'information. Personne n'est capable de vérifier si c'est vraiment un enfant russe massacré par les Ukrainiens. Oui. Mais à partir du moment où ça vous est asséné, que la photo est reproduite des dizaines de milliers de fois sur Internet, ça rentre dans les consciences. Bien sûr, mais c'est le problème des réseaux sociaux, c'est le problème de l'information aujourd'hui, un problème largement créé par les sociétés occidentales au début, donc on est un peu maintenant tendu à notre propre piège. Et je crois que Sophie Dravinel, si je peux me permettre de recommander à nos lecteurs, alors sans doute autour de la table, vous allez m'aider à retrouver le nom de l'auteur du Mage du Kremlin, des ingénieurs du chaos. D'Empoli, là. Voilà. Giuliano D'Empoli, qui est un de nos confrères italiens. Et je vous recommande, je pense que vous l'avez déjà lu, Les ingénieurs du chaos. C'est un livre assez extraordinaire et qui vous racontera justement comment, depuis le début des années 2000, voire la fin des années 90, sont montés ces pouvoirs populistes grâce au pouvoir de la désinformation sur les réseaux sociaux, beaucoup mieux orchestrés. Je parle de Bright News et vous savez très bien à quoi je fais référence aux États-Unis. Et de la même manière qu'en Italie est montée cette puissance-là et en réponse évidemment en Russie aussi. Et donc les ingénieurs du chaos, je le recommande à tout le monde pour comprendre comment fonctionne cette mécanique de désinformation, et en particulier via les jeux vidéo. Et c'est extrêmement intéressant, et ça c'est vraiment passionnant, cette espèce de puissance qui était sous-jacente, ces millions de personnes qui jouaient en ligne, et notamment en World of Warcraft. Alors mon anglais est absolument épouvantable. Et cette découverte qu'on pouvait drainer cette puissance-là. Et les Russes l'ont découvert de la même façon, différemment, avec d'autres armes dont ils se servent aujourd'hui sur le sol européen ou ailleurs. Mais c'est vrai que ce qui peut surprendre, c'est que l'Europe ou les États-Unis ne rivalisent pas sur ce terrain-là apparemment avec des puissances les États-Unis, qui sont avec Donald plus faibles. Trump, évidemment. Oui. Bien sûr que si. Et mais c'est toujours les mêmes qui réagissent en fait. Non, mais ce sont des pouvoirs populistes qui l'utilisent très très bien. Mais pourquoi les autres n'utilisent pas, c'est ça? Parce que ça passe quand même par le mensonge, le raccourci, la caricature. Et nous, on nous a appris à faire autrement. Alors peut-être qu'on est naïf. Oui. Mais vous voyez, par exemple, un exemple très récent. Parce que c'est évidemment pas simplement les hackers russes qui inventent la fausse information. La fausse information, elle vient du sommet de l'État russe. Et puis ensuite, elle est diffusée dans Mais elle vient en fait de la bouche de Vladimir Poutine lui-même, de Medvedev... Mais ce sont les Américains qui l'ont utilisé lors de la première guerre du Golfe. Absolument. La guerre de la désinformation, elle remonte là. On peut aussi se souvenir des mensonges. Des mensonges colossaux de Bush sur l'Irak.
Je veux dire, Mais exactement. on est tous d'accord pour dire que c'était affreux quand on y repense. Mais il y a qu'on soit des images qui occidentaux ou vont pas. dans l'autre sens aussi. Pourquoi on ne trouve pas des images très fortes et les diffuser? Bah ça, on le, Mais il si, me c'est semble fait, qu'on le bien fait. sûr. On le Vous avez fait. des doutes sur le fait que ce soit fait? Le Figaro Non, le fait non, régulièrement. Bien sûr. Oui. Non, mais par exemple, cette semaine, vous avez le chef des services de renseignement russes, Sergueï Narishkin, qui affirme, comme une vérité incontestable, que la France s'apprête juste là à envoyer 2000 soldats sur le territoire ukrainien. Bon, l'état-major français, le ministère des Armées contestent. Dément catégoriquement. Dément catégoriquement. Bon, le mal est fait. En fait, l'info a commencé à fuiter. Elle va se répandre à des centaines de milliers d'exemplaires sur les réseaux sociaux. Oui, alors il y a eu Mais une normalement, réponse si c'est quand faux, même ça assez, discrédite son auteur. Normalement, si c'est faux, ça discrédite l'auteur. Oui, mais si vous voulez, c'est comme ça. il y a une nouvelle En fait, information non. fausse tous les jours. En fait, non, non, en parce fait, que non. C'est- l'auteur, mais on voudrait vous entendre sur la façon dont les États-Unis, là, avec leur campagne, si je peux me permettre, Louis, leur campagne présidentielle qui arrive, Oui. vous n'avez pas le sentiment qu'il y a là-bas, là aussi, Bien sûr. cette bataille Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous êtes mieux informé que moi. En fait, moi, je suis. Voilà, c'est le sentiment qu'on donne, en tout cas. Mais pour moi, les élections américaines sont déjà jouées. Moi, je pense que Trump va gagner et c'est un peu honteux. Je devrais lire davantage, mais pour moi, c'est comme les élections en Russie. Je ne m'intéressais pas Elles beaucoup. sont truquées aussi. Non, je pense pas que c'est truqué, mais je pense que le média est tellement important. On parle des idées. En France, il y a toujours ce respect des idées, de l'intellectualisme. On parle, lorsqu'il y a un président, on parle de Strauss-Kahnisme ou de hollandisme ou de macronisme. Il y a l'idée qu'il y a, et même de trumpisme. Je ne suis même pas sûr Il qu'il y a un n'existe trumpisme. pas de bidenisme. Voilà, exactement. D'abord, et puis Biden, je pense que l'image d'être beau, d'être grand, d'être charismatique, on ne parle pas beaucoup de ça en France parce qu'il y a cette idée que c'est l'intellect et les idées qui priment, alors qu'en fait, c'est quelque chose de plus primitif et de plus basique. Et sur le plan primitif et basique, Trump est très fort. Et pour vous, il n'y a pas de doute sur son élection, Oh, si, malgré les problèmes financiers non, mais si ou judiciaires. Mais moi, je viens d'interviewer une auteure américaine, Barbara Kingsolver, qui vient des Appalaches et qui vote contre Trump, mais qui explique que les choses sont moins simples que ça. Beaucoup de ses voisins sont pro-Trump et qui se sont complètement délassés par le système. C'est des pauvres blancs dans les Appalaches et où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas des médecins. Et ces gens-là, il y a Trump qui arrive et qui est contre le système et qui leur dit « Je vous comprends, tout le monde s'en fout de vous, moi non ». Elle dit que c'est faux et c'est un hypocrite, c'est narcissique, mais quand même... En fait, ça suffit. Voilà, elle comprend que les gens soient séduits par ce discours. On exagère la part de l'intellect, de la réflexion et Voilà. du recul qu'on peut apporter sur les idées. Voilà. En tout cas, aux États-Unis, peut-être qu'ailleurs aussi c'est le cas, mais c'est vrai, c'est une leçon aussi à retenir. Il nous reste une vingtaine de secondes. Sophie de Ravinel, finalement, on a un peu parlé de la Russie, somme toute, mais on a parlé. On a parlé pas des conséquences. C'est-à-dire que les élections n'ont pas de On pourrait y conséquences. revenir tout à l'heure. Oui, Sinon, sur la question de la dénazification aussi. Par exemple, c'est un bon exemple. Parce que les Russes, dans leur entreprise de désinformation, ils partent toujours d'un fait vrai quand même. Il y a un petit quelque chose dont ils font une montagne énorme. c'est ça. Donc, et ça, c'est évidemment, c'est efficace. Parce que si on conteste leurs paroles, on dit, et alors là, en l'occurrence, sur la dénazification, la grande technique des Russes, c'est de dire, regardez, Stepan Bandera, qui était un nationaliste. On y revient juste après 8 heures, Ok, vous voulez bien, on y revient Jean après 8 heures. Allez, avec vous, Jean-Luc Saint-Chamond, comme ça, on aura la suite de l'histoire, juste après les infos.